À quelques heures du quart de finale aller face à Benfica, l'actualité olympienne est centrée sur les infos en marge du match entre le groupe retenu, la polémique sur le déplacement et aussi sur l'arbitre désigné. On va revenir là-dessus dans cet épisode en parlant aussi de 2-3 informations mercato et 2-3 coachs qui seraient ciblés pour succéder à Jean-Louis Gasset. Avant toute chose, petite question pour vous, qui est selon vous le coach idéal pour succéder à Jean-Louis Gasset à partir de cet été? N'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir vos propositions, peut-être même que certains d'entre vous citeront le nom de celui qui sera le coach de l'OM la saison prochaine. On commence directement par les infos qui concernent le match de jeudi soir face au Benfica. Il y a une info qui n'est pas passée inaperçue et qui concerne le déplacement des supporters des deux clubs. La préfecture des Bouches-du-Rhône a fait savoir à l'OM que les supporters de Benfica étaient interdits de déplacement pour le match retour et qu'un arrêté préfectoral serait pris en ce sens. Pour justifier la décision, la préfecture des Bouches-du-Rhône parle de plusieurs centaines de supporters de Benfica qui sont considérés comme violents en pointant du doigt certains groupes d'extrême droite et la possibilité d'affrontement à Marseille. Les deux clubs ont rédigé un communiqué commun pour demander aux autorités de permettre le déplacement des supporters dans les deux sens, en garantissant la sécurité la plus totale et en rappelant le respect qu'il y a entre les deux clubs pour appuyer leurs demandes. Seulement, étant donné que les supporters de Benfica sont interdits de déplacement, la direction du club portugais a pris la décision d'annuler les billets des Marseillais, et ce à quelques heures du coup d'envoi. On imagine que la décision a été prise pour que ce soit réciproque et ne pas autoriser aux Marseillais ce qui est interdit aux supporters de Benfica. Les places du match de jeudi soir sont maintenant uniquement réservées aux adhérents du SLB et le club lisboète demande aux supporters de Marseille de ne pas venir à Lisbonne et réciproquement pour éviter de potentielles situations tendues. La direction marseillaise a réagi dans un communiqué en affirmant qu'ils espéraient quand même une issue positive, qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour que les supporters puissent assister au match. D'après Rachid Zerwal, il y aurait déjà entre 1000 et 1500 supporters olympiens à Lisbonne. C'est une décision difficile à avaler et assez peu compréhensible parce que les supporters en question ont réservé des hôtels, ils ont dû payer leur trajet, les billets et on décide d'annuler tout ça à quelques heures du coup d'envoi. Espérons maintenant une issue positive puisque tout le monde semble vouloir que le déplacement se fasse dans les meilleures conditions et avec les supporters des deux clubs pour l'aller et pour le retour. Mais il y a finalement qu'une seule personne qui s'y oppose, c'est le préfet des Bouches-du-Rhône. Pablo Longoria s'est exprimé dans un communiqué en fin d'après-midi, il déplore la décision prise et apporte son soutien aux supporters marseillais en affirmant qu'il ne se rendra pas à l'Estadio de la Luz en guise de solidarité si la situation ne bouge pas. Il ajoute en fin de communiqué qu'il est encore possible de revenir à la raison et de prendre la bonne décision, il ne reste maintenant que 24 heures pour trouver une solution. L'autre polémique en marge du déplacement, c'est le choix de l'arbitre qui est plus que contestable. C'est Michael Oliver qui a été choisi par l'UEFA pour être au sifflet jeudi soir. Un choix incompréhensible parce qu'il avait fait un match désastreux lors du retour face au Pana, en ne sifflant pas un penalty pour nous, en refusant un but et en accordant un penalty au Pana. Espérons qu'il soit plus juste jeudi soir, mais entre ce choix et celui d'Istvan Kovacs contre Villarreal, l'UEFA enchaîne les décisions catastrophiques à notre rencontre. Sur une note plus positive et plus sportive, l'OM a dévoilé ce matin le groupe retenu pour le déplacement à Lisbonne. Comme espéré, Chancel Bemba et Amir Murillo font leur retour dans le groupe, même si le Panaméen ne serait pas forcément apte à débuter, mais on espère une bonne surprise au coup d'envoi pour permettre à Chancel Bemba de jouer en défense centrale, plutôt que comme arrière droit. Comme prévu, Jean-Louis Gasset est allé piocher dans l'équipe réserve pour compléter son groupe. Yekin Saïd Madi va faire sa première apparition de la saison. Il était blessé depuis de très nombreux mois. Il a fait son retour avec la réserve le week-end dernier lors du match face à l'AS Cannes, en marquant d'ailleurs le but du 2-1. Ça fait plaisir de le revoir dans le groupe, même si c'est surtout pour l'aspect numérique à mon sens. Au milieu, Gasset a convoqué Rayman Daou. À 20 ans, il est titulaire avec la réserve de Jean-Pierre Papin et il vient d'enchaîner 2 rassemblements avec les Comores. Une belle récompense pour celui qui avait montré de très bonnes choses la saison dernière en Youth League aux côtés de Soumaïla Traoré. A voir si l'un des deux aura l'occasion de jouer quelques minutes jeudi soir. L'autre information, c'est Simon qui est toujours blessé et qui est donc logiquement remplacé par Van Neck dans le groupe. Petite information utile concernant la conférence de presse, elle aura lieu ce mercredi à 19h30 d'après les informations de Karim Attab. Gasset sera cette fois accompagné de Pierre-Emerick Aubameyang pour répondre aux questions des journalistes. On passe aux infos mercato en commençant par une info sur les changements qu'on peut attendre pour la saison prochaine. L'équipe explique que les dirigeants sont furieux contre les joueurs et sont même très pessimistes pour la fin de saison en considérant qu'on ne peut pas espérer mieux qu'une 6ème place, ce qui est évidemment très éloigné de nos objectifs initiaux et c'est une place qui n'est absolument pas garantie aujourd'hui parce qu'il y a Lens et même Reims devant nous. C'est mathématiquement possible, mais il faudra hausser le niveau de jeu pour espérer remonter. D'après le quotidien, il faut s'attendre à un nouveau grand ménage cet été. La direction compte largement renouveler l'effectif en recrutant des joueurs de caractère. D'après leur information, seuls Balerdi, Verretou et Aubameyang ne seraient pas visés par ces critiques. Personnellement, j'ajouterais aussi Chancel Bemba qui est très régulier depuis le début de la saison, mais pour le reste, c'est beaucoup trop insuffisant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui vous garderiez pour la saison prochaine et qui vous feriez partir absolument. On en parlera plus précisément dans
dans les semaines à venir dans une vidéo dédiée. Autre information qui va dans le même sens, l'équipe nous dit également que les joueurs seraient maintenant agacés par Gasset et son staff. C'était déjà le cas pour Marcelino avec une préparation jugée trop légère, même chose pour Gattuso en lui reprochant son entêtement à jouer en 4-3-3. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour cet effectif qui est pourtant la principale raison de notre saison galère. Espérons que l'information ne soit pas trop réelle parce que ce serait bien qu'ils se remettent en question et qu'ils reconnaissent leurs responsabilités dans notre saison compliquée. On enchaîne avec 3 infos mercato intéressantes. La première concerne Leonardo Balerdi, puisque d'après Mundo Deportivo, il serait suivi avec insistance par l'Atlético qui s'est renseigné sur sa situation. Pour autant, il ne serait pas le premier choix de la direction madrilène, mais il serait bien placé dans la shortlist. Ils veulent renouveler leur secteur défensif et les prestations de Balerdi ne sont pas passées inaperçues, bien au contraire. Leur intérêt existait déjà en janvier avec une prise de renseignements. Balerdi l'avait confirmé lui-même, mais en précisant qu'il n'avait pas reçu d'offres concrètes. Cet été, Balerdi n'aura plus que 2 ans de contrat. D'après Capology, son salaire ne serait que d'1 million d'euros annuel, donc c'est clairement possible de faire une vente importante. Après, je le lâcherai pas à n'importe quel prix, et surtout j'essaierai de le conserver parce que c'est une des rares satisfactions de notre saison. Mais on connaît Longoria et sa politique, il décide souvent de vendre ses joueurs à 2 ans de la fin de son contrat pour récupérer une belle somme. On l'a vu avec Guendouzi, avec Senji Zunder aussi. Mundo Deportivo explique aussi que Naples est intéressé par lui, et de son côté, Sacha Nabet croit savoir que Balerdi veut rejoindre l'Atlético, et que des discussions entre le club et son entourage auraient déjà débuté officieusement, à voir maintenant si ça va se confirmer cet été. Concernant Pape Gueye, on parlait récemment d'une offre de Monaco pour le faire signer libre. Relevo de leur côté affirme qu'il est très proche d'un accord avec Villarreal. Toutes les parties sont optimistes pour boucler l'opération. C'est une information crédible parce que Relevo c'est une source très fiable. Gueye a montré de très bonnes choses en Espagne quand il était prêté à Séville, et ça lui permettrait aussi de retrouver Marcelino, qu'il avait beaucoup apprécié pendant les quelques semaines qu'il a passé à Marseille. A voir si ça va se confirmer pour son arrivée à Villarreal, mais son départ libre ne fait en tout cas presque plus aucun doute à l'heure actuelle, malgré les efforts de la direction pour tenter de le prolonger cet hiver, sans succès. Côté arrivée, Bastien Cordoleani a parlé d'une nouvelle piste au micro du Phocéen. Apparemment, la direction marseillaise suivrait avec attention la situation de David Pereira da Costa. Le jeune milieu offensif portugais de 23 ans a montré des choses prometteuses depuis le début de la saison. Il n'a d'ailleurs quasiment plus quitté le 11 de départ lensois depuis début 2024. Il a mis en évidence sa vitesse et ses qualités techniques, mais il doit maintenant confirmer ses progrès sur la durée. Monaco fait aussi partie des clubs intéressés. Transfermarkt l'évalue autour de 8 millions d'euros à titre indicatif à bientôt 2 ans de la fin de son contrat. À voir si le projet peut l'intéresser, surtout si Lens termine devant nous à la fin de la saison. Ça peut compter dans sa réflexion, mais c'est une piste intéressante made in Ligue 1, avec un joueur qui n'aura pas besoin de s'adapter au championnat, et qui a surtout un vrai potentiel à confirmer. On termine cette vidéo avec un point sur le dossier du prochain coach. La tribune olympienne parle de 3 pistes qui se dégagent à l'heure actuelle. D'abord Vincenzo Italiano qui a déjà été évoqué au moment du départ de Tudor, souvenez-vous. Il a réalisé de très bonnes choses sur le banc de la Fiorentina, et plusieurs grands clubs seraient attentifs à sa situation. Apparemment il donne sa priorité à la Serie A pour sa prochaine aventure, mais la direction marseillaise aimerait l'attirer pour qu'il succède à Gasset. L'objectif c'est de se qualifier en Europa League pour avoir un argument supplémentaire, mais à voir ce qu'il va se passer. La tribune olympienne parle de 2 autres noms, celui de Graham Potter qui est sans club depuis son départ de Chelsea, un coach qui aime faire jouer son équipe en 3-4-2-1 et qui a posé des fondations solides à Brighton avant que Roberto De Zerbi arrive. Le dernier nom cité c'est celui de Raffaele Palladino qui a montré d'excellentes choses sur le banc de Monza, lui aussi adepte du 3-4-2-1 qui possède une situation contractuelle intéressante puisqu'il sera libre cet été s'il ne renouvelle pas là-bas. A voir ce que ça peut donner dans un projet plus important, mais il fait partie de cette jeune génération d'entraîneurs qui fait de plus en plus parler. En ce qui concerne Paulo Fonseca, plusieurs sources expliquaient qu'on était toujours très intéressé par son profil, comme au moment du départ de Tudor, seulement le doute plane sur son avenir parce qu'il pourrait décider de prolonger à Lille. Romain Canuti croit savoir qu'il aurait signé une prolongation sous condition en coulisses avec Olivier Létang, mais que ça dépend du classement final du LOSC. Ça reste de l'hypothétique parce que rien n'a été officialisé, on peut pas en être sûr et certain, mais j'espère qu'il reste encore un espoir de le faire signer, étant donné que c'est un coach qui me plaît beaucoup personnellement. L'information à retenir de la tribune olympienne, c'est que Mehdi Benassia s'occupe du dossier du futur coach. La direction n'a plus le droit à l'erreur après une saison à 3 entraîneurs, et c'est là le principal enjeu en vue de la saison 2024-2025. Il faudra faire le bon choix et on n'a pas le droit de se planter. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir pour aider au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, puisqu'il y a pas mal de contenus variés qui vont arriver sur la chaîne ce week-end. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse de Benfica OM, en espérant un bon résultat avant d'aborder le match retour. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'avant-match qui est sorti mercredi midi. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.